On va rentrer dans un dossier qui est forcément sensible, mais qui est vraiment crucial et que l'on va revisiter plusieurs fois dans le mois qui arrive parce que c'est le cœur de la stratégie de Donald Trump. Hein, c'est lorsqu'on se rapproche, je vous avais expliqué ça, lorsqu'on se rapproche de la fin de la campagne, les campagnes ont désormais plus qu'un ou deux thèmes qu'ils vont marteler jusqu'à la fin pour espérer convaincre ces fameux électeurs indécis, s'assurer que les électeurs de leur base aillent voter. La clé maintenant, le mot que vous allez entendre le plus pendant tout le mois d'octobre, c'est le mot turnout aux États-Unis. Donc c'est la participation, c'est la clé de cette élection. Du côté de Donald Trump, on espère deux choses, soit une participation faible du côté des électeurs pro-Kamala Harris. Donc, il y a toutes ces stratégies pour décourager des tas de bases électorales qui sont normalement pro-Kamala Harris, donc c'est en direction des communautés noires, des communautés hispaniques, ça va être de la communauté juive. Donc tous ces appels, ce ne sont pas des appels pour voter pour Donald Trump. Il sait que c'est impossible. C'est ce qui est le plus dur dans une élection américaine. C'est ce qu'est en train d'essayer de faire d'ailleurs Kamala Harris, c'est de convaincre quelqu'un qui n'est pas pour vous au départ de changer d'avis et de voter pour vous. C'est très difficile, c'est très coûteux et c'est très périlleux. C'est un pari extrêmement risqué de la part de la campagne de Kamala Harris, qui paiera ou paiera pas, mais en tout cas, c'est la réalité lorsqu'on décide d'aller convaincre des républicains de voter pour vous, de les transformer en nouveaux électeurs. Et donc, du côté de la campagne de Donald Trump, on préfère démoraliser, démotiver les groupes que je viens de citer pour qu'ils n'aillent pas voter tout court. Donc ça, c'est un scénario qui fonctionne bien. L'autre scénario de la part de la campagne Trump, c'est une participation exceptionnelle. C'était un petit peu la surprise de l'élection. On savait qu'il allait y avoir une énorme participation en 2020, une participation d'ailleurs qui a battu des records. On savait qu'elle serait extrêmement importante parce que c'était un contexte très particulier de sortie de Covid avec un rejet puissant de Donald Trump. Mais la surprise de l'élection de 2020, c'est comment Donald Trump a réussi à convaincre dans les dernières semaines des électeurs qui n'avaient pas voté ou qui ne votaient plus ou n'avaient même jamais voté, principalement dans les campagnes américaines, donc ce vote rural. Et c'est non seulement au cœur de sa stratégie de 2024, mais on souhaite encore plus aller chercher ces électeurs qui ne votent pas. Et une des manières de communiquer avec ces électeurs-là, ce sont des électeurs qui sont en rejet du système, qui ne votent pas parce qu'ils rejettent le système et donc qui sont souvent séduits par des discours complètement extrémistes. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, le discours de Donald Trump et de J.D. Vance s'est complètement radicalisé. Donc on pourrait se dire, souvent on entend, mais oui, mais pourquoi c'est une folie ce discours-là, alors qu'on sait que pour gagner une élection, il ne faut pas que séduire sa base, mais il faut élargir sa base et convaincre au centre, convaincre les indépendants, etc. C'est ce que fait Kamala Harris. Donald Trump, lui, de son côté, le pari est complètement différent. Il se dit, voilà, si j'arrive à m'assurer que 100% de ma base vient voter et que, en plus de ça, on arrive à aller chercher ces nouveaux électeurs dans les campagnes américaines, ces gens qui ne votent plus parce que on va leur faire peur, hein, c'est vraiment le thème. Si on arrive à faire ça, ça va mettre une pression énorme. Si Kamala Harris ne réussit pas à trouver de nouveaux électeurs, sa base ne permettra pas de compenser. Et c'est pour ça que Donald Trump, lorsqu'il y a eu des Nikki Haley, etc., son discours a toujours été de dire « mais j'en ai pas besoin de ces électeurs-là ». C'est pas « j'en ai pas besoin parce que je vais truquer les élections, il n'est plus au pouvoir ». C'est « j'en ai pas besoin parce que ma stratégie, c'est d'avoir ma base et en fait d'agrandir ma base ».
d'agrandir ma base. Ça paraît fou de penser comme ça, mais c'est la stratégie d'agrandir ma base. Et pour agrandir ma base, il faut que j'aille chasser aux franges de l'extrême droite. Et donc, depuis son retour en campagne, depuis la fin du mois d'août, début septembre, il y a une violence verbale très forte chez Donald Trump, avec une surenchère sur ces thèmes de l'invasion, de la peur, de la violence qui est liée à l'immigration clandestine, violence qui est évidemment complètement exagérée. Et donc, j'aurais pu vous montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'extraits des discours de ces dernières semaines de Donald Trump. J'en ai choisi 3, dont un de J.D. Vance, pour vous montrer que c'est vraiment une volonté de campagne. Et donc celui hier où il a, si vous connaissez cette série de films qui s'appelle The Purge, la Purge, il est allé dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une escalade du propos en disant que en fait ce qu'il faudrait c'est autoriser la police d'avoir une journée ou une heure où ils aient le droit de faire ce qu'ils veulent, et donc d'aller, que ça serait ce qu'on appelle un rough day, donc rough, ce serait vraiment dur, où en gros ils iraient tuer au lieu de les arrêter. C'est quelque chose, lorsque Donald Trump montre certains pays comme des exemples, comme par exemple lorsqu'il parle de la Philippine, des Philippines, en expliquant pourquoi le nouveau président, pour lui, est un modèle, c'est ce qu'il a autorisé. Il a autorisé la police. Il y a plusieurs pays American Nightmare, exactement, c'est le titre français qui est en anglais, c'est assez amusant, mais bon, c'est le titre français de The Purge, et donc c'est le cas aussi de ce qui s'est passé au Venezuela, où la police a eu l'autorisation de faire le ménage, d'accord? Et c'est ce que propose Donald Trump hier en meeting. On écoute tout de suite. Out that the 950 is a misnomer because you can steal whatever you want, you can go way above. But you'd see, originally you saw kids walk in with calculators. They were calculating. They didn't want to go over the $950. They're standing with calculators, adding it up. You know, these are smart people. They're not so stupid, but they have to be taught. Now, if you had one really violent day, like a guy like Mike Kelly, put him in charge, Congressman Kelly, put him in charge for one day. Mike, would you say, he's right here, he's a great congressman. Would you say, Mike, that if you were in charge, you would say, oh, please, don't touch them, let them rob your store. All these stores go out of business, right? They don't pay rent, the city doesn't have money. It's a chain of events that's so bad. One rough hour, and I mean real rough, the word will get out and it will end immediately. End immediately. You know, it'll end immediately. Donc vous avez un candidat essentiel, un des deux plus importants systèmes bipartistes aux États-Unis, donc le candidat républicain, qui souhaite One Valiant Day, un jour violent, ou même une heure où tout soit permis à la police, voire peut-être, pourquoi pas, à la population. Il y a des échos, je lisais une étude sur ces propos faits par un spécialiste de ce qui était arrivé au Rwanda. Vous vous souvenez de ce qui était arrivé au Rwanda, où il y avait cette même escalade verbale avant les massacres du Rwanda, en expliquant, il faudrait simplement qu'on ait une journée pour faire le ménage, encore une fois. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Trump. Il dit, voilà, même une heure, donnez-nous une heure où on peut vraiment, ça peut vraiment faire mal, et ensuite, ça sera terminé. Le message passera que on est devenu, on a décidé de faire cette réponse-là, et ça sera terminé. Donc, c'est vraiment une escalade, et cette escalade verbale raciste, on la trouve aussi chez J.D. Vance. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard. On écoute J.D. Vance. That's exactly right. It is an invasion of this country. And we can't let folks forget that it is deeply connected to what's going on when it comes to the economy. What's going on at the border is deeply connected to what's going on.
Donc voilà, on parle de véritable invasion. Pour le 3e mois de suite, d'ailleurs, les passages clandestins à la frontière n'ont jamais été aussi bas que ces trois derniers mois. Je vous rappelle, et maintenant vous comprenez, hein, lorsqu'on a fait, je crois que c'était samedi, ce dossier sur Kamala Harris, justement, qui était en Arizona à la frontière, de la stratégie de Trump d'avoir empêché qu'une loi pour justement empêcher ces problèmes de passage clandestin à la frontière soit mise en place avec le recrutement de tas de nouveaux employés au niveau de la Border Patrol, etc., parce qu'il a besoin de cette situation. C'est toute sa stratégie. De campagne. Je vais vous montrer un dernier extrait où cette fois-ci on va aller encore plus loin. Donald Trump joue donc cette carte de la peur de l'étranger, en expliquant que nos assassins américains, nos truands américains, ce sont des bébés à côté des nouveaux, hein, qui arrivent massivement tous les jours. Là, ce sont des discours qu'il faisait dans le Wisconsin, donc on n'est vraiment pas à proximité de la frontière américaine. Les statistiques officielles, y compris celles du FBI, démontrent que tout ça, même s'il y a évidemment dans un pays de plus de 360 millions d'habitants, il y a des incidents isolés, tout ça est faux. Les statistiques de crimes sont en baisse aux États-Unis, et parmi ces statistiques de crimes, les immigrants sans papier, les clandestins, sont une minorité. Mais c'est pas grave, c'est le discours de Trump, et ce discours est propagé par des Fox News et par X, et principalement, allez voir par curiosité, si vous avez le cœur bien attaché, les derniers tweets de cette dernière semaine d'Elon Musk lui-même. Pas ce qu'il y a sur X, on le sait, mais ceux d'Elon Musk lui-même, qui pousse en permanence à ses 130 millions d'abonnés ce thème que les États-Unis sont en danger de cette immigration, et que donc il faut voter pour Donald Trump pour sauver l'Amérique. Et donc ce dernier extrait vidéo où Donald Trump dit écoutez, par rapport à nos élus, c'est absolument rien. Par rapport à nos élus, par rapport à nos bandits, c'est absolument rien. C'est nouveau. En fait, ils sont complètement différents. La preuve, on essaie de faire peur aux femmes ici, comme il avait réussi en 2016. C'est ce qui lui avait permis de gagner ces fameuses femmes des banlieues américaines, les white suburbs, donc les banlieues résidentielles des États-Unis, qui cette fois-ci sont disposées à voter démocrate par rapport à la question de l'avortement. Il ne veut absolument plus parler de l'avortement. Il veut parler uniquement de cette crise qui est exagérée et qui est principalement inventé. Et donc il explique, si vous ne faites rien, ces gens-là vont rentrer dans vos cuisines et vont venir vous égorger. They don't commit crimes like us. No. They make our criminals look like babies. These are stone cold killers. They'll walk into your kitchen, they'll cut your throat. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant d'en ouvrir une plus grande. C'est que le plus troublant, parce que Thomas me disait, mais c'est fou que l'on n'en parle pas de ce genre de vidéos. C'est encore plus grave que ça. Je vous ai parlé de ce mouvement du sane washing, de cette volonté de vouloir rendre Donald Trump normal, un candidat comme les autres, pour avoir jusqu'au bout une course présidentielle serrée, parce que ces émissions serrées, cette possibilité d'une élection serrée, elle fait le bonheur des médias qui font toutes
ces émissions spéciales là-dessus, qui jouent la carte de l'angoisse, etc., etc. Je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, parce que c'est un mouvement qui est en train de grandir chez certains journalistes américains qui se sont rendus compte qu'il y a vraiment quelque chose de troublant, et c'est extrêmement risqué le jeu auquel jouent les médias américains. Je suis persuadé que si on avait présenté Donald Trump comme on vous le présente ici, avec ces extraits de discours, hein, c'est pas de l'interprétation, les extraits de discours, vous venez de les avoir, c'est bien lui qui le dit, voilà, attention, ils vont venir vous égorger dans vos cuisines. Si on avait fait ce travail-là, les médias américains avaient exposé Donald Trump tel qu'il était, on n'aurait pas une élection serrée. On a une élection serrée parce que, en partie, ce ne sont pas les seuls responsables, mais les grandes chaînes américaines, les grands médias américains ont essayé et continuent à faire ce sane-washing. Et j'avais prévu, j'ai oublié de les mettre dans le dossier, je suis désolé, je vous montrerai ça, je vous montrerai ça dans Maintenant Matin ou dans une autre émission sur le même sujet, parce qu'on sera mené à revenir sur ce sujet-là. Mais j'avais gardé la manière dont les médias américains ont raconté les titres, les grands titres, hein, la plupart du gens ne vont pas lire les articles, donc ils vont dire oui mais on en parle dans notre article, oui mais non, on s'arrête au titre, à la rigueur aux quelques lignes qui sont en dessous, et de dire voilà, Donald Trump fait un discours sévère sur l'immigration suite à la venue de Kamala Harris, à la visite de Kamala Harris à la frontière. Donc il n'y a jamais eu un titre d'un média principal, y compris certains qui vivent sur le net, je pense ici à Axios par exemple, dont le titre m'a choqué profondément, de dire bah tiens, c'est un Donald Trump appelle à la police de agir hors la loi pour abattre ces criminels. Donald Trump d'ailleurs a dit que s'il était élu, il ferait que la police, on ne puisse plus poursuivre un policier coupable d'un débordement policier. Donc ça ne serait plus possible, il serait protégé au niveau fédéral. Donc voilà, ce n'est malheureusement pas le titre. Cette première vidéo que je vous ai montrée, elle aurait dû faire les titres pendant 24 heures, d'utiliser le cycle d'infos. Non, on vous dit que Donald Trump fait un discours contre l'immigration illégale. Ah ben très bien, merci beaucoup. Donc ça, c'est le contexte actuel, et merci Olivier, parce que justement, on va rentrer dans une autre parenthèse. Restez avec moi, parce que justement, vous allez être étonné de la direction de cette émission. On fait une pause suite après. C'est pas que pour du teasing, c'est que j'ai besoin de boire. À tout de suite. Je vais vous demander de garder en tête ce que vous venez de voir. Donc ces deux vidéos, ces deux extraits de discours. Encore une fois, j'aurais pu en mettre 20, j'aurais pu en mettre 30, j'aurais pu en mettre 100 d'extraits de discours de Donald Trump où il est de plus en plus radicalisé contre les étrangers, et idem pour celui de J.D. Vance. Et je vais vous demander de venir ensemble. On retourne en 2018. On va du côté du cinéma. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, non seulement vous allez être bluffé, mais vous allez comprendre le rapport entre tout ce que je vous raconte. Nous sommes en 2018 et il y a un film que vous avez peut-être vu, d'ailleurs c'est le moment de nous le dire dans le chat, qui sort en salle, qui s'appelle The Green Book. Qui est donc avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui est un énorme succès, Green Book, qui est inspiré sur une histoire vraie, qui est une tournée dans l'Amérique raciste et où il y a une ségrégation qui existe, la tournée d'un artiste noir, d'un pianiste noir, accompagné par un chauffeur qui travaille d'origine italienne, qui travaille pour la mafia, qui est là aussi pour le protéger, parce qu'on part dans le sud des États-Unis, et donc c'est l'amitié qui va naître entre ces deux hommes. Évidemment, voilà, Marie-Laetitia, Olivier, il faut absolument le voir, c'est un très grand film, même si l'histoire réelle est évidemment un petit peu plus
plus compliqué, ça reste un film de cinéma, mais ça reste un très bon film. D'ailleurs, on va regarder quelques secondes, pas plus malheureusement, du film parce qu'on ne va pas avoir de problème avec YouTube. Allez, à tout de suite. Donc voilà, 3 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur scénario. On va le noter quand même. C'est important les scénaristes, c'est important les scénarios. Donc 3 Oscars, un film qui est un vrai succès mondial et qui donc repose sur une histoire vraie. Donc Thomas, tu peux nous remontrer des photos pendant que je parle du film. Qui repose sur une histoire vraie avec des scènes tragiques avec des moments qui vont vous faire rire, des moments qui vont vous émouvoir aux larmes. Vraiment, allez le voir. C'est un bon film, un très bon film en général. Dans tous les cas, ça va vous donner, même si tout n'est pas vrai dans ce film-là, ça va vous donner un aperçu réel de cette Amérique du sud des États-Unis dans les années 50 et les années 60. Autour de ce film-là, et c'est évidemment le titre, le livre vert, Green Book. Qu'est-ce qu'un Green Book? Le Green Book, je vais vous montrer la couverture, c'est quelque chose qui, pour le coup, a vraiment existé. Donc, vous voyez, The Negro Motorist Green Book. On a différentes éditions. Ça, je pense, c'est la première édition. Thomas, tu peux nous montrer la deuxième. Le Green Book, c'est quoi? C'est donc The Traveler's Green Book. C'est un guide pour permettre, on est dans l'Amérique des années 50, c'est lorsque l'Amérique découvre le plaisir de voyager, le road trip, qui est vraiment une valeur américaine où on va dans la voiture, donc on voit une montée en puissance de l'achat des voitures, on prend sa voiture, on va dans la voiture et on va découvrir le pays, on va aller jusqu'au Grand Canyon, on va aller visiter le Yellowstone, on va aller voir The Alamo à San Antonio, on va aller voir le Golden Bridge à San Francisco, et l'idée c'est cette liberté, c'est vraiment essentiel à la culture américaine, ça fait partie de l'ADN américain, le road trip, c'est cette liberté de, on n'est pas contraint par quoi que ce soit, on prend une voiture, on s'arrête où on veut, on s'arrête et on mange où on veut, et on s'arrête et on dort où on veut. Ça, c'est la réalité, c'est à ce moment-là que d'ailleurs, de la route 66 à les fameuses highways qui est un plan mis en place par Eisenhower qui va traverser les États-Unis. Ça devient une réalité. Les Américains prennent la voiture et tout au long de ces highways, il y a toute une économie qui naît. Avec des endroits pour s'arrêter, pour s'amuser, des attractions touristiques, des restaurants de partout pour pouvoir manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que c'est le principe du road trip. Vous n'avez pas de contraintes. C'est peut-être pour ça que c'est notre mode de voyage préféré ici du côté de Maintenant Média. Donc vous n'avez pas de contraintes, vous allez où vous voulez, vous passez le temps que vous voulez à tel endroit. Donc vous pouvez vous arrêter et manger de partout, et donc multiplication des restaurants, multiplication des hôtels, et donc cette liberté totale. Sauf que cette liberté totale s'applique aux citoyens blancs et pas aux Noirs américains lorsqu'ils traversent le sud des États-Unis. Traverser le sud des États-Unis, on avait effleuré cette partie-là, vous vous en souvenez, lorsque on avait eu le témoignage du père de Fannie Willis. Rappelez-vous, Fannie Willis expliquait qu'elle avait ce rapport au cash, qu'elle utilisait du cash en permanence, du liquide en permanence, et le père de Fannie Willis était venu témoigner en disant oui, il avait appris ça, comme toutes les familles noires américaines apprenaient ça à leurs enfants, parce que lui-même, ils avaient vécu plusieurs épisodes où on refusait de prendre leur carte de crédit, on refusait de prendre un chèque parce qu'ils étaient noirs américains. C'est une conséquence directe de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc, le livre vert a été créé
par des Noirs américains qui ont décidé de faire un sort de guide du routard, si vous voulez, des lieux autorisés à la communauté afro-américaine. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsque vous traversiez une ville des États-Unis, dans le sud, lorsque je vous parle de sud, ça allait de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et tous les États, Alabama, Mississippi, Géorgie, Kentucky, Tennessee, etc. La ségrégation existait et donc, en tant que famille noire américaine, vous n'étiez pas certain de trouver un restaurant où vous aviez le droit de venir manger. Vous n'étiez pas certain de trouver un hôtel ou un motel où vous pouviez dormir, même si vous payez en cash. C'était certain qu'on vous demandait du cash parce que vous êtes noir, donc on n'a pas confiance en vous, donc on vous demande du cash, et vous n'étiez même pas certain de trouver un endroit pour faire un plein d'essence et pour aller aux toilettes. Et donc c'est pour ça que lorsque les familles noires américaines traversaient les États-Unis en voiture, la première chose qu'ils faisaient avant d'acheter The Green Book, c'était de s'équiper pour ces longues heures sur la route avec du matériel pour dormir au bord de la route s'ils n'arrivaient pas à trouver un hôtel, un jerrycan d'essence supplémentaire s'ils n'arrivaient pas à trouver une station-service qui acceptait de vendre de l'essence aux Noirs, et même on leur recommandait de sauver des grosses boîtes de café. C'était des boîtes en métal où il y avait plusieurs kilos de café de café moulu, de garder une de ces boîtes une fois qu'elle était vide pour s'en servir de toilette avec eux, parce que ce n'était même pas certain qu'ils arrivent à un endroit où il y ait des toilettes autorisées à ce qu'on appelait les colored. Et donc, les Green Book étaient ce listing des lieux où les Noirs américains pouvaient s'arrêter, pouvaient dormir, pouvaient acheter. Donc, par exemple, lorsqu'on arrivait dans une ville comme Albuquerque, qui était dans le Nouveau-Mexique, où à l'époque, il y avait près de 350 hôtels et motels, entre la ville et les alentours, il y en avait 5 où les Noirs étaient acceptés et devaient payer plus cher, dormir dans des conditions qui étaient terribles, pas le confort, etc., etc. Mais c'était la réalité. Et c'est un feu vert. Et c'était d'autant plus une réalité que dans les années 50-60, en fait c'est un mouvement qui naît même avant ça, qui naît avant la Seconde Guerre mondiale, il y a ce que l'on appelle les Sundown Towns, les villages du coucher de soleil. Ah, ça paraît romantique, le Sundown Town, mais ça n'a absolument rien de romantique. Avant de parler de Sundown Town, une petite parenthèse sur les effets multiples, vous vous en doutez, mais sur un effet de cet aspect de la population noire américaine qui ne pouvait pas s'arrêter où elle veut, il y avait aussi énormément d'accidents de la route impliquant des familles noires américaines qui avaient des accidents en plein milieu de la nuit, de fatigue, de manque de visibilité, parce qu'elles n'avaient pas trouvé un hôtel pour s'arrêter pour la nuit. Donc, elles étaient obligées de continuer leur parcours, que ce soit pour des vacances ou de traverser le pays pour aller chercher un boulot ailleurs. Donc, les Sundown Towns, on va parler des Sundown Towns, les villages du coucher de soleil. Ça n'a absolument rien de romantique. Le Sundown Town, c'est une des pires traditions de l'histoire des États-Unis, dont on parle très peu. C'est la tradition de décider que si vous êtes noir et que vous passez dans cette ville-là, si vous le faites après le coucher du soleil, vous devenez une cible, comme dans la vidéo de Donald Trump, en expliquant que voilà, c'est une ville simplement pour blancs et que une fois que le soleil s'est couché, vous n'avez même plus le droit de la traverser ou de vous arrêter si vous êtes un noir
américains. C'est une réalité. Ces Sundown Towns ont existé. C'était le conseil municipal qui, évidemment, était blanc, décidé de ce statut-là. On remarque aussi que ces Sundown Towns sont principalement des lieux où le KKK était extrêmement présent et était présent au sein du conseil municipal. Donc vous voyez, ce sont des vraies illustrations de l'époque en disant voilà, ne laissez pas le soleil se coucher ici. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Des fois, des messages encore plus violents et qui est donc prévenez les Noirs et pas que. Je vais vous montrer une autre illustration. Prévenez les Noirs que s'ils étaient dans les limites de la ville au moment où le soleil se couchait, la municipalité autorisait le fait qu'on les pende, qu'on les poursuive, qu'on les agresse, qu'on vienne les frapper ou qu'on les tue. Il y a eu des tas d'incidents dans ce sens-là. Parce que je vous disais que, par exemple, il n'y avait pas que les Noirs qui ont été visés par ces lois Sundown Town. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que les États-Unis ont eu une période extrêmement difficile parce qu'il y avait la guerre en Europe, mais il y avait aussi tout le théâtre du Pacifique, la guerre contre le Japon. Il y avait une communauté japano-américaine importante aux États-Unis. Il y a eu des camps d'emprisonnement pour les Japonais aux États-Unis parce que les Américains avaient peur que ces Japonais en fait soient des traîtres et servent les Japonais. Et donc les Japonais ont été également victimes de ce racisme généralisé, hein. On voit donc là cette fois-ci, donc c'est pas les Noirs, c'est les Japs, hein, le titre, c'est un nom ironique, c'est raciste même, une appellation raciste pour les Japonais, en disant ne laissez pas le soleil se coucher sur vous. Hein, continuez à avancer, ne vous arrêtez pas dans cette ville. Ici c'est Rose Hill. Si vous vous arrêtez, c'est à vos risques et périls. C'est une réalité. Ces phénomènes-là. On a 2 ou 3 autres illustrations pour que vous en voyez l'ampleur, même si vous avez compris, voilà. Et étranger ne laisse pas le soleil, disparaître sur toi en étant ici. Donc c'est le même message de violence et en même temps il s'accompagne de ce rejet. Toutes ces villes de Sundown Town font passer des lois pour empêcher l'installation de communautés noires en disant par exemple, nous ce qu'on veut, ce sont des quartiers réservés aux Blancs. Vous voyez ce panneau, encore une fois, où on dit, voilà, hommes noirs, ne laissez pas le soleil se coucher, ne soyez pas dans le coin parce que un grand malheur peut vous arriver. Donc voilà, toutes ces manifestations en disant, on ne veut pas de noirs, les noirs adorent, ce sont les mêmes villes. Donc les Sundown Towns sont des villes qui ont justifié jusqu'à la menace de mort leur racisme, qui n'avaient pas ces fameux hôtels qu'on pouvait trouver sur un Green Book, qui étaient infiltrés par le KKK, qui avaient donc tous ces mouvements pour empêcher l'installation dans les écoles et l'installation dans les quartiers résidentiels de cette communauté noire, donc des villes ouvertement racistes, et dont certaines l'ont été, même si le statut de Sundown Town a disparu, l'ont été ou le sont encore récemment, où on se rend compte que il y a des présences de milices d'extrême droite, où il y a toujours des gens qui sont présents dans le Ku Klux Klan qui font partie de ces villas et des conseils municipaux. C'est une réalité de l'Amérique. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous dis ça tout de suite. Depuis la fin du mois d'août, il y a quelque chose qui est en train de se passer, souvent d'ailleurs, qui est une source de moquerie, hein, vu de l'extérieur sur les réseaux sociaux,
parmi vous, des fois, de remarquer que Donald Trump fait des lieux de plus en plus petits, qu'il y a de moins en moins de monde dans ces meetings, qu'il va dans des endroits les plus paumés des États-Unis. Pareil de J.D. Vance, nous aussi on vous a montré des meetings de J.D. Vance où il y a une dizaine, une vingtaine de personnes, ou des fois une centaine de personnes. En tout cas, ces lieux-là. Et dans la réalité, et c'est extrêmement troublant, lorsque vous prenez les villes que Donald Trump et J.D. Vance visitent depuis la fin du mois d'août, la très vaste majorité de ces villes-là sont des anciens Sundown Towns. Donald Trump, MAGA, est en train de faire la tournée des villes les plus racistes des États-Unis. Lorsque vous revenez au début de cette émission, lorsque je vous ai montré les vidéos où Donald Trump appelait à cette purge ou parlait d'invasion et de cet extrémisme, je vous ai dit qu'il a besoin d'aller chercher des nouveaux électeurs. Il y a différentes manières de s'adresser à des électeurs. Vous vous souvenez lors du débat contre Joe Biden en 2020, lorsqu'on lui avait demandé de condamner les Proud Boys, le discours de Trump, la manière dont soi-disant il avait fait, c'était de lancer un message aux Proud Boys. Aujourd'hui, la tournée de Donald Trump dans ces villes marquées par des lynchages, marquées par le pire des États-Unis, c'est d'envoyer un message visuel, symbolique à ces communautés-là. Le public qui vient l'entendre, les policiers parfois qui viennent l'encadrer lorsqu'il fait certains de ces meetings, ce sont des gens qui appartiennent à des groupements d'extrême droite, au Ku Klux Klan, etc., etc. Et donc, il va parler volontairement, il se déplace. On se demande pourquoi. Pourquoi il ne fait pas dans un meeting? Il est en Pennsylvanie. Pourquoi il ne va pas à Philadelphie? Non. Il préfère aller à 50 km de Philadelphie, où le hasard fait qu'il va choisir une ville qui est essentielle à l'histoire du KKK. Il va aller en Géorgie, il va aller prendre, encore une fois, il va à Alabama, etc., etc. Des villes sundown. C'est le thème sous-jacent de la campagne de Trump depuis la fin du mois d'août, c'est d'aller dans ces villes-là et d'aller chercher ces électeurs. Donald Trump, pour gagner en novembre, a besoin que les pires citoyens américains qui ont grandi dans un tel racisme que le crime était justifié si vous aviez une couleur de peau différente, à ces gens-là, Donald Trump va les voir et parle de la violence des immigrés et leur dit, droit dans les yeux, « Make America Great Again ». Again, again, c'est une référence directe à cette époque parce que dans ces villes-là, les gens qui se déplacent pour aller voir Trump, pour eux, les grandes années de l'Amérique où tout allait bien, ce sont ces années où, lorsque vous étiez noir, c'était mieux pour vous de traverser la ville sans vous arrêter parce que si on vous attrapait dans cette ville après le coucher du soleil, vous n'étiez même pas garanti de pouvoir un jour reprendre votre véhicule et partir parce qu'il y avait ces menaces de vous tuer. Et donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Ce candidat que les médias américains, que les experts de plateau vous présentent comme un candidat comme les autres, parce que c'est super intéressant, ça permet de se dire « Ah, qui c'est qui va gagner les élections? Les sondages sont super serrés, jusqu'au bout on ne le saura pas. » La logique elle est derrière. C'est un candidat qui actuellement fait la tournée des villes les plus racistes des États-Unis. Donc il y a le discours que l'on voit de partout, on vous a montré des extraits que l'on voit de partout sur certains réseaux sociaux et certaines émissions comme celle de Maintenant Média, mais il y a aussi cette partie symbolique d'aller s'adresser à ce public-là.
C'est le cœur de la stratégie de Donald Trump pour être élu, c'est de jouer la carte du racisme. Jouer la carte du racisme, ce n'est pas uniquement dans les propos, c'est aussi dans les symboles. Et le symbole choisi par Donald Trump et J.D. Vance, c'est donc d'aller faire campagne dans les Sundown Towns. Soyons clairs, c'est un sujet extrêmement préoccupant. Donald Trump, je vous l'ai dit, la seule grille de pensée qu'il faut que vous gardiez tout au long de ces élections, c'est que pour Donald Trump, c'est la présidence ou la prison. Et ce choix justifie tout et donc justifie le pire. Et Donald Trump, pour gagner, est en train d'aller chercher des électeurs parmi les plus radicaux des États-Unis. Ce ne sont jamais des histoires qui terminent bien. Ce ne sont jamais des histoires qui terminent bien lorsque vous allez tenter de séduire des personnes qui sont en marge de la société, encore plus en marge que l'habituelle base MAGA, et que vous allez leur expliquer qu'ils sont en danger de vie ou de mort, que leur quotidien est sous attaque et que finalement la seule manière de revenir à une époque qui était pour eux, dans leur imaginaire collectif, la meilleure des époques, qui est celle des Sundown Towns, c'est de voter pour Donald Trump et de voter pour ce mouvement de Make America Great Again. Ça fait partie des sujets que je surveille d'extrêmement près parce que s'il doit y avoir, je souhaite de tout cœur qu'il n'y en ait pas, s'il doit y avoir des débordements après le 5 novembre, ces débordements viendront de personnes de ces Sundown Towns, viendront de personnes qui étaient en marge de la politique américaine et que Donald Trump est allé activer pour gagner en venant légitimer leur pire pulsion. Donc évidemment, c'est quelque chose que nous allons suivre maintenant médias. On vous en parlera dans les prochaines semaines, mais vraiment, soyez vigilants sur ce sujet-là, parce que c'est le cœur de la campagne de Donald Trump, c'est sa stratégie pour être élu. N'oubliez jamais la présidence ou la prison.